Tout s'est joué en à peine 6 minutes. Un instant presque insignifiant en apparence, mais qui a suffi à renverser l'équilibre géopolitique entre la Russie et le monde occidental. Depuis des années, Vladimir Poutine enchaînait intimidation et menaces à l'encontre de Sébastien Lecornu et de la position française en Europe de l'Est, affichant ce sourire glacé, sûr de lui, convaincu d'assister une fois de plus à la soumission attendue des dirigeants occidentaux face aux pressions du Kremlin. Pourtant, contre toute attente, Lecornu s'est levé et, en quelques phrases, a figé toute la délégation russe sur place. Ce n'était plus une simple séquence diplomatique soigneusement calibrée, mais un moment de rupture, celui où la France a clairement montré qu'elle refusait désormais de céder à l'intimidation du pouvoir russe. Et pour saisir pleinement l'ampleur de cet instant, il faut remonter 4 jours plus tôt, dans les couloirs tendus de l'Élysée, là où Sébastien Lecornu a pris une décision déterminante, capable d'ébranler en profondeur les fondations du système de pouvoir russe. Le 1er septembre 2025, à 22h15 précise, une lumière blafarde enveloppait le bureau du premier ministre, comme si même les murs pressentaient la tempête à venir. À l'extérieur, Paris vibrait encore sous les secousses des manifestations, les sirènes déchirant la nuit tandis que les débris de verre parsemaient les boulevards, donnant à la capitale des allures de ville au bord de l'effondrement. Face à lui, Sébastien Lecornu croulait sous une accumulation de documents classifiés. Rapports du renseignement, analyses stratégiques, messages urgents en provenance de Varsovie. Tous pointaient vers une conclusion glaçante. La Pologne était sur le point de basculer dans le danger. Lorsque le téléphone sécurisé se mit à sonner, il savait déjà. À l'autre bout du fil, le président polonais Andrzej Duda parlait depuis Varsovie, sa voix trahissant une inquiétude à peine contenue. Des mouvements militaires russes anormaux près de la frontière biélorusse. Une possible provocation imminente dans moins de 3 jours. Une OTAN hésitante, une Allemagne en retrait, des États-Unis absorbés par leur propre crise. « Vous êtes notre dernière carte », lâcha-t-il. Lecornu n'a pas répondu immédiatement. Il connaissait la gravité de la situation intérieure. Une France secouée comme rarement depuis 1968, paralysée par des émeutes, fragilisée de toutes parts. L'économie vacillait, son gouvernement tanguait. Et pourtant, on attendait de lui qu'il protège un allié alors même qu'il peinait à rétablir l'ordre chez lui. Mais dans ce silence tendu, quelque chose s'est cristallisé. Une détermination froide, presque implacable, nourrie par la colère face à celui qui exploitait les failles occidentales pour remodeler l'Europe à sa guise. Finalement, il répondit d'une voix ferme. « Monsieur le Président, accordez-moi 48 heures. La France ne vous abandonnera pas. » Après avoir raccroché, il fixa longuement la carte du continent accrochée au mur, où les frontières semblaient soudain instables, presque illusoires. Cette nuit-là, une ligne fut franchie. Il ne subirait pas l'initiative de Moscou, il la prendrait. Les heures suivantes furent une course contre la montre. Il réunit son cercle restreint, non pas pour préparer une posture défensive, mais pour concevoir une riposte diplomatique d'une audace inédite. « Je veux tout », exigea-t-il, « chaque faille, chaque revers, chaque point de pression, ses erreurs militaires, ses tensions internes. Je veux comprendre Poutine mieux qu'il ne se comprend lui-même. » Durant 3 jours entiers, le cercle rapproché du premier ministre s'est plongé dans une dissection minutieuse de chaque renseignement disponible. Interceptions issues du FSB, rapports d'agents infiltrés, indices les plus infimes révélant les fragilités du système poutinien. Rien n'était laissé au hasard. Puis, le 3 septembre, un appel vint rompre cette tension accumulée. Un appel qui allait tout faire basculer. Au bout du fil sécurisé, une figure clé du renseignement français annonça d'une voix grave « Une communication entre Moscou et Minsk venait d'être interceptée. » Le plan était limpide. Provoquer un incident à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie pour légitimer une intervention, calqué presque mot pour mot sur le précédent ukrainien. À cet instant, Lecornu sentit un froid brutal l'envahir. L'histoire ne se répétait pas seulement, elle s'accélérait. Et cette fois, l'OTAN risquait d'être happée dans la spirale. Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Seul dans son bureau, il faisait les 100 pas, tiraillé entre colère et lucidité.
Il pensait à ces Européens qui avaient cru, peut-être trop vite, que la guerre s'arrêterait aux frontières ukrainiennes. Il pensait à ce continent, berceau des libertés modernes, rongé peu à peu par les ambitions d'un pouvoir obsédé par son passé impérial. Et surtout, il pensait à une France affaiblie, que Moscou jugeait sans doute incapable de réagir. Au matin du 4 septembre, sans perdre une minute, Lecornu réunit en urgence le Conseil de défense. Autour de la table, Darmanin, Colonna, Lemaire, ses piliers. L'air était chargé d'électricité. D'un ton posé mais inflexible, il déclara « Dans moins de 24 heures, je vais affronter Poutine publiquement. Je lui dirai ce que personne n'a osé lui dire devant toute l'Europe, et je le ferai au nom de la liberté. » Le choc fut immédiat. Catherine Colonna tenta de le ramener à la prudence. Coupure de gaz, cyberattaque, représailles imprévisibles. Mais Lecornu coupa court d'un geste sec. « Et alors, que peut-il faire de plus? Nous envahir? Intensifier ce qu'il fait déjà? » Sa voix monta, tranchante. « Combien de temps allons-nous reculer? La France a déjà touché le fond. Il ne reste qu'une option. Résister. » Bruno Le Maire, d'ordinaire si rationnel, affichait un visage blême, presque décomposé. « Sébastien, enfin, la diplomatie n'est pas un champ de bataille. On ne défie pas Poutine alors que le chaos règne déjà dans nos rues, » lança-t-il, visiblement inquiet. Lecornu le fixa longuement d'un regard si perçant qu'il en devint presque inconfortable. « Bruno, notre parole à l'international a perdu toute valeur le jour où nous avons préféré la prudence à nos principes. Il est temps de la restaurer. » Le 5 septembre au matin, direction Bruxelles. À bord de l'avion, un silence inhabituel l'entourait. Pas de notes relues, pas de discours répétés. Il restait immobile, observant les nuages, plongé dans ses pensées. Ses conseillers ne le comprenaient pas encore, mais quelque chose avait changé. Il ne se voyait plus comme un dirigeant fragilisé. Il se préparait à endosser un rôle bien plus large. À l'arrivée, l'accueil fut agité. Les journalistes français, massés sur le tarmac, lançaient leurs questions à la volée. Crise sociale, possible démission, capacité de la France à peser en Europe. Lecornu ne s'arrêta pas. Un sourire discret, presque mystérieux. Puis il s'engouffra dans son véhicule officiel sans un mot. Il savait déjà que ses interrogations allaient bientôt sembler insignifiantes. Le sommet s'ouvrit sur un débat consacré à la sécurité du continent. Exactement le terrain qu'il attendait. Autour de la table, les dirigeants européens échangeaient avec cette prudence familière dès qu'il s'agissait de Moscou. Olaf Scholz plaidait pour maintenir un dialogue apaisé. Emmanuel Macron évoquait la nécessité d'éviter toute escalade après sa récente fragilisation politique. Tous semblaient avancer avec précaution, comme sur une surface fragile. Puis soudain, l'atmosphère bascula. Un collaborateur entra précipitamment et glissa quelques mots à l'oreille de Charles Michel. Le président du Conseil européen blêmit aussitôt. D'une voix tendue, il annonça. « Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir un message officiel en provenance du Kremlin. Le président russe souhaite intervenir en direct devant nous, par visioconférence, en raison de l'urgence à l'est de l'Europe. » À peine ces mots prononcés, un frisson parcourut l'Assemblée. Jamais auparavant Vladimir Poutine n'avait sollicité une prise de parole directe face aux dirigeants européens réunis. L'initiative sentait soit le piège, soit une montée des tensions d'une ampleur inédite. Charles Michel balaya la salle du regard, cherchant une réaction. « Quelle est notre décision? » Les yeux convergèrent instinctivement vers les figures dominantes. Scholz, Macron, Mélanie. Pourtant, c'est Lecornu qui brisa le silence. « Acceptons. Il est temps d'écouter ce qu'il a réellement à dire. » 20 minutes plus tard, les lumières s'atténuèrent et l'écran géant s'anima. Poutine apparut, installé dans son bureau du Kremlin, entouré de ce décor soigneusement orchestré qui symbolisait son pouvoir. Drapeau russe dressé derrière lui, portraits impériaux en arrière-plan. Face à lui, les représentants d'une Europe démocratique. L'opposition visuelle était presque théâtrale. « Dirigeants européens », commença-t-il d'une voix posée, mais chargée d'une tension à peine voilée. « Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que certaines de vos nations adoptent des comportements hostiles à l'égard de la Russie.
À travers la caméra, son regard semblait traverser l'écran pour s'arrêter sur chacun. Il évoqua des mouvements militaires qu'il jugeait suspects près des frontières russes, dénonçant un discours médiatique de plus en plus agressif, pointa des choix politiques qu'il accusait de menacer l'équilibre régional. Après une pause soigneusement calculée, il reprit, presque solennel. La Russie, affirma-t-il, privilégiait le dialogue, mais ne tolérerait aucune provocation et n'accepterait jamais que sa sécurité soit compromise par des initiatives qu'il qualifia d'irresponsables. Chaque phrase était calibrée, chaque intonation pensée pour impressionner. Puis son regard glissant lentement sur les visages fermés autour de la table, avant de s'arrêter, avec insistance, sur celui de Lecornu. Puis le ton changea. Moscou disait s'inquiéter de certaines prises de position venues de Paris. Des propos, selon lui, bien audacieux pour un pays empêtré dans ses propres turbulences. L'attaque était frontale, presque méprisante. Poutine fixa la caméra, visant directement Lecornu. « Votre nation est en feu. Votre économie vacille. Vos citoyens contestent dans les rues. Peut-être devriez-vous régler vos crises avant de prétendre donner des leçons à des puissances qui vous devancent depuis des siècles. » Un silence lourd tomba aussitôt. L'affront était public, calculé, presque théâtral. Puis il reprit avec cette froideur maîtrisée. « La Russie, disait-il, ne cherche pas l'affrontement, mais ne reculera pas si on la provoque. Ses intérêts en Europe orientale, insista-t-il, ne se négocient pas. Et les moyens de les défendre ne manquent pas. Il espérait, conclut-il, que l'Europe ferait preuve de discernement, comme son histoire devrait l'y inviter. Le message était limpide, à peine dissimulé sous le vernis diplomatique. Et la conclusion tomba, tranchante, coopération ou confrontation, prospérité partagée ou isolement, le choix appartenait à l'Europe, à condition qu'elle sache choisir avec sagesse. Puis l'écran s'éteignit. En quelques minutes, le Kremlin venait non seulement de défier le continent, mais aussi d'exposer publiquement le chef du gouvernement français. Pourtant, la suite échappa à toute prévision. Lentement, sans demander la parole ni attendre l'aval de quiconque, Sébastien Lecornu se leva. Il posa ses mains sur la table, fixa l'écran désormais noir avec une intensité presque palpable. « Monsieur Poutine », lança-t-il d'une voix claire qui résonna dans toute la salle. « Puisque vous avez quitté cette discussion, permettez-moi d'y répondre. » L'atmosphère était devenue presque irrespirable, chaque regard suspendu à ce qui allait suivre. Charles Michel tenta d'intervenir, cherchant à calmer le jeu. « Sébastien, peut-être devrions-nous… » Mais Lecornu leva la main, coupant court. « Non, Charles, il existe des instants où se taire revient à cautionner. Et celui-ci en fait partie. » Il se tourna vers les chefs d'État autour de la table, parfaitement conscient que chaque mot franchirait les murs de la salle pour être disséqué à l'échelle mondiale. « Mesdames et messieurs, dirigeants européens, » entama-t-il d'une voix ferme. « Nous venons d'assister à une mise en scène bien rodée depuis un quart de siècle. L'intimidation présentée comme un dialogue. » Il laissa un silence s'installer, presque pesant. On me reproche depuis Moscou de m'impliquer dans les affaires européennes alors que mon pays traverse des difficultés. Très bien. Revenons à quelques réalités. Son ton changea, plus tranchant. Qui a envoyé ses troupes en Géorgie? Qui s'est approprié la Crimée en 2014? Qui a déclenché une guerre totale contre l'Ukraine en 2022? Qui manipule des élections, sème l'instabilité en Afrique et fait taire ses opposants jusque sur notre sol? Chaque interrogation tombait avec la précision d'un coup de fouet. Les dirigeants présents, habitués aux formules prudentes et aux détours diplomatiques, assistaient à une prise de parole d'une brutalité inhabituelle. « Vous évoquez l'histoire, M. Poutine? Très bien, parlons-en. » Lecornu avança légèrement. « Au cours des 20 dernières années, combien de pays la France a-t-elle envahi? Aucun. Combien de territoires avons-nous annexés? Aucun. Combien d'opposants français ont été éliminés à l'étranger? Aucun. » La riposte se déployait avec une précision chirurgicale, sans la moindre hésitation. « Parlons maintenant de votre Russie, Monsieur Poutine, » lança Lecornu, le ton tranchant. « Combien d'interventions militaires? 6. Combien d'annexions territoriales? 3. Quant aux opposants éliminés,
La liste serait trop longue pour être détaillée ici. Le contraste frappait comme un coup brutal. Puis, avec une ironie à peine dissimulée, il enchaîna. « Mais puisque vous semblez si attentif à la situation intérieure française, restons sur ce terrain. » Un léger sourire froid apparut. Oui, la France traverse une crise démocratique, où les citoyens manifestent librement dans les rues. Une crise où la presse critique le pouvoir sans être réduite au silence. Une crise où l'opposition s'exprime sans craindre la prison. Il se pencha légèrement, accentuant chaque mot. « Dites-moi, Monsieur Poutine, à quand remonte la dernière manifestation autorisée à Moscou? Quand un journaliste russe a-t-il pu remettre en cause votre politique sans subir de représailles? Et votre peuple, a-t-il réellement le choix de ses dirigeants? » Les interrogations s'enchaînaient, de plus en plus incisives. Vous invoquez la stabilité. Mais de quelle stabilité parlons-nous? Celle d'un système qui élimine ses opposants? Celle d'une économie dépendante des hydrocarbures? Celle d'un pays où l'espérance de vie des hommes reste inférieure à celle du Bangladesh? Les chiffres tombaient, implacables. Puis vint la question décisive, celle qui suspendit l'air lui-même. « Monsieur Poutine, connaissez-vous la différence entre un dirigeant démocratique et un autocrate? Le premier accepte la critique et en tire des enseignements. Le second menace ceux qui osent parler. Alors, à laquelle de ces catégories appartenez-vous? » Le silence qui suivit fut écrasant. Même les interprètes, d'ordinaire murmurants, s'étaient figés. À cet instant précis, Le Cornu venait de franchir une ligne que personne n'avait osé dépasser. Qualifier ouvertement Poutine d'autocrate devant les chefs d'État européens et sous l'œil des caméras du monde entier. Une scène sans précédent. Pourtant, il ne s'arrêta pas là. D'un calme presque déconcertant, il reprit. « Et ce n'est pas terminé. Vous nous menacez de représailles dès que nous défendons nos principes et nos alliés. Très bien. Regardons plutôt les conséquences de vos propres décisions. » Il sortit un document, méthodique. Depuis l'offensive contre l'Ukraine, votre économie a reculé de manière spectaculaire. Un PIB en chute libre, une monnaie affaiblie, des centaines de milliers de jeunes ayant quitté le pays. Vous êtes aujourd'hui le dirigeant le plus isolé sur la scène internationale. Les chiffres, implacables, tombaient les uns après les autres. Vos seuls soutiens? Des régimes marginalisés comme l'Iran ou la Corée du Nord. Il poursuivit sans relâche. Pendant ce temps, vos élites financières placent leur fortune en Occident et vos propres enfants viennent étudier dans nos universités. Alors dites-moi, qui sort réellement gagnant de cette confrontation? Il marqua une pause, laissant la question résonner. Puis son ton se durcit encore. Vous parlez de provocation? Très bien, redéfinissons ce terme. Sa voix monta. Menacer des États souverains, utiliser le gaz comme levier de chantage, saboter des infrastructures énergétiques, enlever des enfants, frapper des hôpitaux. Voilà ce que j'appelle des provocations. Il se redressa, imposant. Et maintenant, voici notre réponse. La salle retint son souffle. La France continuera de soutenir l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Nous renforcerons notre présence militaire à l'Est. Nous durcirons les sanctions contre votre régime et ses soutiens. Puis, avec un sourire défiant. Et si vous pensez que nos difficultés internes nous affaiblissent, vous vous trompez. Elles nous rappellent simplement une chose essentielle. La liberté a un coût. Et ce coût, nous sommes prêts à l'assumer. Contrairement à votre peuple, à qui l'on refuse même le droit de le connaître. Il s'interrompit un instant, juste avant le coup final. « Vous souhaitez connaître la différence fondamentale entre nos deux pays, Monsieur Poutine ?» lança Le Cornu sans détour. « En France, lorsque le peuple descend dans la rue, il est entendu. Chez vous, il est arrêté. Chez nous, un dirigeant qui échoue quitte ses fonctions. Chez vous, il modifie les règles pour s'y accrocher. » Puis vint l'attaque finale, presque cinglante. « Dites-moi, avez-vous déjà prévu la prochaine révision constitutionnelle pour prolonger votre pouvoir indéfiniment ou trouverez-vous enfin le courage de laisser vos citoyens décider librement de leur avenir? » La salle resta figée, comme suspendue. Le Cornu ne s'était pas contenté de répondre. Il venait de remettre en cause la légitimité même de Poutine, son système, sa nature autoritaire.
un choc diplomatique d'une violence rare. Il se tourna alors vers les dirigeants européens. « Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Soit nous continuons à céder à la peur et nous regardons l'Europe démocratique se déliter morceau par morceau, soit nous rappelons à Moscou ce que nous représentons réellement. Des centaines de millions de citoyens libres, une puissance économique écrasante et des valeurs qui ont traversé les siècles. » Puis, fixant une dernière fois la caméra tournée vers Moscou, il conclut d'une voix calme, presque implacable. « Monsieur Poutine, votre époque touche à sa fin. Non pas parce que nous le décidons, mais parce que l'histoire suit son cours. Les régimes fondés sur le mensonge finissent toujours par s'effondrer. La seule inconnue, c'est la manière dont vous partirez, avec dignité ou dans le chaos. » Le silence qui suivit sembla interminable. Puis, un à un, les dirigeants européens se levèrent. Les applaudissements éclatèrent, tous, sans exception. Une scène inédite dans l'histoire de l'Union européenne. Les 27 chefs d'État saluant celui qui venait de tenir tête au Kremlin. Dans l'heure qui suivit, tout s'accéléra. En Russie, la diffusion fut coupée brutalement. Les médias officiels tentèrent de banaliser l'événement, parlant d'une provocation occidentale ordinaire. Mais sur les réseaux sociaux, la réaction fut tout autre. Des milliers de messages affluaient. Pour la première fois depuis longtemps, certains Russes saluaient ouvertement un dirigeant étranger. « Enfin quelqu'un qui ose dire la vérité à Poutine », écrivait-on à Moscou. À Saint-Pétersbourg, des jeunes commentaient « Ce Français a plus de courage que toute notre opposition réunie. » Au cœur du Kremlin, la situation vira à la confusion totale. D'après plusieurs sources diplomatiques, Poutine aurait laissé éclater une colère rare, convoquant en urgence son Conseil de sécurité et dénonçant avec véhémence ce qu'il qualifiait d'affront français, exigeant des représailles immédiates. Mais fait inédit, certains de ses proches commencèrent à hésiter. L'un d'eux aurait même osé suggérer, à demi-mot, qu'une escalade supplémentaire pourrait se retourner contre eux, entachant davantage l'image de la Russie sur la scène européenne. Pendant ce temps, la réaction internationale fut aussi rapide qu'inattendue. Quelques heures plus tôt encore, certaines capitales critiquaient la fragilité politique de la France. Désormais, elles voyaient en elle un pays capable de faire face à Moscou sans trembler. Les appels se multipliaient vers Paris. Berlin évoquait la nécessité d'une réponse coordonnée. Rome proposait un partenariat renforcé contre les pressions russes, et même Londres, pourtant séparée de l'Union, cherchait à se rapprocher d'une France soudain redevenue centrale. Mais c'est à l'intérieur même du pays que l'impact fut le plus spectaculaire. Les manifestations, qui paralysaient encore les villes quelques heures auparavant, s'éteignirent presque du jour au lendemain. Ceux qui exigeaient la démission de Lecornu se mirent à voir en lui une figure de fermeté inattendue. Dans les cafés parisiens, on entendait « Au moins, il ne se laisse pas intimider par Poutine ». À Marseille, certains allaient plus loin. Il a eu le courage de dire ses vérités au Kremlin. En France, le retournement fut spectaculaire, presque instantané. Les médias, jusque-là particulièrement critiques envers Lecornu, durent revoir leur jugement. Les unes changèrent de ton. Certains saluaient un dirigeant ayant rendu sa dignité au pays. D'autres voyaient dans cette crise le révélateur inattendu d'un véritable leader. Même les voix les plus engagées finirent par reconnaître qu'un responsable français venait, enfin, de refuser de s'incliner face à un pouvoir autoritaire. Mais c'est au cœur de l'Assemblée nationale que le choc fut le plus frappant. Les députés, prêts à faire tomber le gouvernement par une motion de censure, suspendirent brusquement leur démarche. Marine Le Pen déclara qu'on ne pouvait attaquer celui qui venait de défendre l'honneur du pays. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, souligna qu'il était rare de voir un premier ministre tenir tête à un dirigeant qu'il qualifiait de dictateur. Cette convergence inattendue offrit à Lecornu une liberté d'action que peu de dirigeants avaient connue depuis des décennies. Les chiffres eux-mêmes racontaient cette bascule. En quelques heures, sa popularité passa d'un niveau modeste à une approbation massive. Comme si, soudain, la nation retrouvait une forme d'orgueil oublié. Moscou, de son côté, tenta de réagir. Cyberattaques, campagnes d'influence, pressions économiques. Mais rien ne semblait enrayer la dynamique. Lecornu avait atteint un point sensible chez Poutine.
sa légitimité. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir du Kremlin était publiquement mis en défaut par un dirigeant occidental. Et cette humiliation, loin de rester confinée à l'étranger, se propageait jusqu'au cœur de la Russie. 10 jours à peine après l'affrontement de Bruxelles, un événement totalement improbable survint le 15 septembre. À Moscou, en plein cœur du pouvoir russe, quelques centaines de jeunes défièrent ouvertement la répression pour manifester en soutien à Lecornu. Ils scandaient des slogans inattendus, remercièrent la France et appelant même au départ de Poutine. La réaction des forces de l'ordre fut immédiate et brutale, mais les images franchirent les frontières en quelques heures. Le premier ministre français, jusque-là simple adversaire politique, devenait soudain une figure d'espoir pour l'opposition russe. Pour le Kremlin, ce fut le point de rupture. Selon plusieurs sources occidentales, Poutine entra dans une spirale de méfiance extrême. Conseillers écartés, généraux remplacés, appareils sécuritaires remaniés. Celui qui imposait la peur à l'Occident depuis un quart de siècle découvrait à son tour ce que signifiait être inquiet. Un mois après Bruxelles, les répercussions étaient déjà visibles. L'OTAN, galvanisée par l'attitude française, renforça considérablement sa présence à l'Est. L'Union européenne adopta des sanctions d'une ampleur inédite. Même certains États africains, jusque-là prudents, commencèrent à s'éloigner de Moscou. Mais surtout, l'exemple français fit école. Volodymyr Zelensky évoquait régulièrement cet « esprit de Bruxelles ». La Pologne saluait l'audace française et jusqu'en Asie, le Japon et la Corée du Sud s'inspiraient de cette posture pour résister aux pressions régionales. Pendant ce temps, Poutine voyait son isolement s'accentuer. Ses rares partenaires, Iran, Corée du Nord, Biélorussie, commençaient eux-mêmes à douter. Même Loukachenko, selon certaines analyses, s'interrogeait sur la solidité du soutien russe. Celui qui dictait encore récemment le tempo à l'Europe réalisait que son autorité se fissurait. Puis, le 1er novembre 2025, 2 mois après Bruxelles, il commit une erreur majeure. Lors d'une allocution télévisée, il qualifia Lecornu d'ennemi de la Russie et menaça directement la France. Mais loin d'intimider, cette sortie produisit l'effet inverse. L'Europe se resserra autour de Paris. De nouvelles sanctions sans précédent furent adoptées immédiatement, visant même Poutine personnellement, avec gel de ses avoirs et restrictions directes. L'OTAN alla jusqu'à activer une posture de défense renforcée, considérant que toute menace contre la France concernait l'ensemble de l'Alliance. Pourtant, le coup le plus dur vint de l'intérieur. Le 15 novembre, plusieurs oligarques russes publièrent une lettre ouverte dénonçant l'isolement croissant du pays et appelant à renouer un dialogue avec l'Occident. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, Vladimir Poutine faisait face à une contestation ouverte venue de sa propre élite économique. Cette prise de position publique déclencha une réaction brutale au sommet de l'État. Éviction en série, arrestation ciblée d'oligarques, réorganisation précipitée des appareils sécuritaires. Mais loin de rétablir son autorité, cette démonstration de force ne fit qu'accentuer son isolement. Celui qui avait bâti son règne sur la peur découvrait une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Lorsque la peur change de camp, elle devient un poison qui consume celui qui la manie. En décembre 2025, 3 mois après l'épisode de Bruxelles, l'image de Poutine avait profondément changé. Les clichés officiels laissaient apparaître un homme marqué, presque épuisé. Ses interventions publiques se faisaient rares, et ses discours, autrefois assurés, perdaient leur force, résonnant désormais comme des échos fragiles d'une autorité vacillante. C'est dans ce climat qu'intervint l'événement qui allait définitivement entamer son prestige international. Le 20 décembre 2025, lors du sommet de l'Organisation du Traité de sécurité collective à Astana, Poutine tenta une ultime démonstration d'autorité face à ses alliés historiques. Il livra une allocution virulente, dénonçant l'attitude de l'Occident et fustigeant la France, espérant rallier à sa cause le Kazakhstan, l'Arménie et les autres membres. Mais la scène prit une tournure inattendue. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, l'interrompit en pleine séance. « Vladimir Vladimirovitch, avec tout le respect que je vous dois, peut-être devrions-nous prêter attention à ce que dit ce dirigeant français. Il n'a pas forcément tort. » L'instant était historique. Jamais un partenaire de cette alliance n'avait osé contredire Moscou aussi directement.
Le président kazakh Tokayev enchaîna, soulignant que l'isolement de la Russie risquait d'entraîner tous ses alliés dans sa chute. Un à un, les soutiens traditionnels de Moscou laissaient transparaître leurs doutes. Face à cette scène, Poutine quitta la salle avant même la fin des discussions. Les images de son départ précipité, visage fermé, firent rapidement le tour du monde. Celui qui se présentait comme le maître incontesté du Kremlin semblait désormais fuir ses propres partenaires. Pendant ce temps, Le Cornu consolidait son statut de figure centrale d'une Europe qui retrouvait confiance en elle. Le 31 décembre 2025, lors de son allocution de fin d'année, Le Cornu dressa un constat que personne n'aurait jugé possible quelques mois plus tôt. Mes chers compatriotes, il y a peu encore, en septembre, la France semblait vaciller au bord du précipice. Aujourd'hui, elle ouvre la voie à une Europe libre. Hier, nous étions sous pression. Aujourd'hui, nous sommes respectés. Puis il ajouta avec une gravité presque prophétique. À Bruxelles, face aux menaces de Vladimir Poutine, je n'ai fait qu'une chose. Rappeler que la France ne plie devant personne. 6 minutes ont suffi pour que le monde s'en souvienne. Et pour que certains, au Kremlin, commencent à comprendre que l'époque a changé. L'année 2026 débuta ainsi sous le signe d'un renversement inattendu. La Russie, autrefois redoutée, apparaissait désormais comme un acteur isolé. L'Europe, portée par l'élan français, retrouvait unité et confiance. Et jusque dans les rues de Moscou, malgré la répression, des voix s'élevaient parfois pour murmurer « Merci la France ». Puis, le 15 mars 2026, exactement 6 mois après l'épisode de Bruxelles, un événement presque inimaginable se produisit. Depuis sa cellule, Alexeï Navalny fit parvenir un message lu lors d'un rassemblement clandestin à Saint-Pétersbourg. « Ce Français nous a prouvé qu'on pouvait regarder Poutine en face et refuser. Il nous a rendu espoir. Il nous a rappelé que les tyrans ne sont puissants que tant qu'on les croit invincibles. » Ces paroles, relayées malgré la censure, se propagèrent à travers la Russie et fragilisèrent davantage l'image du pouvoir. L'homme qui avait imposé la peur pendant des décennies voyait son autorité s'éroder face à une force inattendue. La vérité. Mais le symbole le plus marquant survint le 9 mai 2026, jour de la célébration de la victoire en Russie. Traditionnellement, Poutine y organisait une démonstration militaire destinée à impressionner le monde. Cette fois, pourtant, le contraste fut saisissant. Pour la première fois depuis des décennies, aucun dirigeant étranger ne fit le déplacement à Moscou. Même les partenaires les plus fidèles de Moscou désertèrent la cérémonie. Pendant ce temps, à Paris, Le Cornu présidait un hommage aux victimes des régimes totalitaires, entouré de dirigeants européens et de figures de l'opposition russe en exil. Le contraste était presque irréel. D'un côté, un chef isolé, célébrant seul une grandeur passée, face à des tribunes clairsemées sur la place rouge. De l'autre, un responsable démocratique, porté par une foule vibrante réclamant la liberté pour la Russie. Les images suffisaient à raconter l'histoire. 2 visions du monde, 2 légitimités, 2 réalités. Et visiblement, la planète avait déjà tranché. L'été 2026 ne fit que confirmer ce basculement. Lors du sommet du G7 au Canada, Le Cornu fut accueilli avec un respect rarement observé. Certains le décrivaient comme la voix morale de l'Occident. D'autres saluaient son courage face à la pression. Et même en Asie, des dirigeants évoquaient l'exemple français comme une source d'inspiration face aux tensions régionales. Pendant ce temps, Poutine, lui, brillait surtout par son absence. Ses derniers soutiens commencèrent à prendre leur distance. L'Iran recula, la Corée du Nord repoussa ses engagements. Les visites prévues furent annulées ou reportées sans échéance. L'isolement devint évident, Presque irréversible. Puis, en août 2026, près d'1 an après l'épisode de Bruxelles, un symbole fort vint sceller cette évolution. À Paris, l'opposition russe en exil organisa un congrès dédié à une Russie libre. Pour la première fois depuis plus d'1 siècle, des Russes se réunissaient hors de leur pays pour imaginer un avenir démocratique. Le Cornu ouvrit cette rencontre par un discours marquant. « Mesdames et messieurs, héritiers de la Russie de Pouchkine et de Tolstoï, de Sakharov et de Solzhenitsyn, la France vous accueille comme elle a toujours accueilli ceux qui luttent pour la liberté. Votre dirigeant croit que la peur peut durer éternellement. Il se trompe.
L'histoire nous rappelle que les régimes autoritaires finissent toujours par s'effondrer. La seule incertitude, c'est le moment où cela se produira. Malgré les tentatives de censure, les paroles prononcées à Paris franchirent les frontières et trouvèrent un écho jusque sur le sol russe. Sur les réseaux sociaux, pourtant étroitement surveillés, des extraits du discours circulaient massivement, repris, commentés, partagés en silence. Peu à peu, Le Cornu devenait une figure inattendue, un symbole d'espoir discret pour des millions de Russes étouffés par le système. L'automne 2026 marqua un tournant. En septembre, des rassemblements éclatèrent simultanément dans une vingtaine de villes à travers la Russie. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de simples revendications réformistes. Les slogans allaient plus loin, exigeant la chute pure et simple du pouvoir en place. Sur certaines banderoles, écrites en français, on pouvait lire « Merci le Cornu, vive la France libre ». La répression fut rapide, brutale, mais inefficace. Les images de violences policières diffusées en ligne alimentèrent encore davantage la colère populaire. Poutine, qui avait bâti son autorité sur le contrôle de l'information, découvrait brutalement qu'à l'ère numérique, aucun verrou n'était totalement étanche. Puis, le 5 octobre 2026, 13 mois après la confrontation de Bruxelles, il commit ce qui allait apparaître comme son erreur décisive. Lors d'une intervention télévisée, il accusa les manifestants d'être manipulés par la France, allant jusqu'à désigner Le Cornu comme l'instigateur d'une prétendue révolution colorée sur le territoire russe. L'accusation, excessive et mal calibrée, produisit l'effet inverse. Aux yeux du monde, elle le rendit presque dérisoire. La réponse de Le Cornu, elle, fut d'une sobriété redoutable. Devant la presse à Matignon, il déclara simplement « Monsieur Poutine m'accorde trop d'importance. Je ne fomente rien. Je me contente de dire la vérité sur son régime. Si cette vérité déclenche des révoltes, c'est peut-être que ce régime était plus fragile qu'il ne le pensait. » Cette réplique, reprise à l'échelle mondiale, porta un coup sévère à l'image du dirigeant russe. En quelques mots, un responsable français venait de tourner en dérision celui qui, pendant 25 ans, avait imposé la crainte à l'international. Le rapport de force semblait désormais inversé. En novembre 2026, les signes d'effritement se multipliaient. Certains oligarques quittaient discrètement le pays. Des officiers demandaient à être mutés. Et même au sein du pouvoir, des messages commençaient à circuler vers l'étranger pour anticiper l'après. Le système, autrefois verrouillé, montrait ses premières fissures. Malgré tous les filtres apposés par le pouvoir, les mots prononcés à Paris finirent par traverser les frontières et résonner jusque dans les profondeurs de la société russe. Sur les plateformes numériques, pourtant surveillées de près, des fragments du discours circulaient à grande vitesse, relayés discrètement, analysés, commentés à voix basse. Progressivement, Le Cornu s'imposa comme une figure inattendue, presque clandestine. Une source d'espoir silencieuse pour des millions de citoyens étouffés par le système. L'automne 2026 marqua une bascule. En septembre, des manifestations surgirent en même temps dans une vingtaine de villes du pays. Cette fois, il ne s'agissait plus d'ajustements ou de réformes. Les revendications visaient directement la fin du régime. Certaines pancartes, rédigées en français, affichaient sans détour « Merci Le Cornu, vive la France libre ». La réponse du pouvoir fut immédiate, violente, mais incapable d'éteindre le mouvement. Au contraire, les images de brutalité policière diffusées en ligne attisèrent encore davantage la colère. Poutine, qui avait longtemps contrôlé l'information comme un levier de domination, découvrait qu'à l'ère numérique, aucune barrière n'était totalement hermétique. Puis, le 5 octobre 2026, 13 mois après l'épisode de Bruxelles, il commit une erreur qui allait s'avérer décisive. Dans une allocution télévisée, il accusa les manifestants d'être instrumentalisés par la France, allant jusqu'à désigner Le Cornu comme l'architecte d'une supposée révolution colorée. L'argument, trop excessif pour convaincre, produisit l'effet inverse. Il affaiblit sa crédibilité aux yeux du monde. La réponse de Le Cornu, elle, frappa par sa simplicité. Face aux journalistes à Matignon, il déclara « Monsieur Poutine me prête trop d'importance. Je ne manipule rien. Je dis simplement la vérité sur son régime.
Si cette vérité provoque des soulèvements, c'est peut-être que ce système était plus fragile qu'il ne l'imaginait. Reprise partout, cette phrase porta un coup dur à l'image du dirigeant russe. En quelques mots, un responsable français venait de tourner en dérision celui qui, pendant des décennies, avait inspiré la peur. L'équilibre semblait désormais inversé. En novembre 2026, les signes de fragilisation se multipliaient. Certains oligarques quittaient le pays, des officiers cherchaient à s'éloigner, et même au sommet de l'État, des signaux discrets étaient envoyés vers l'étranger pour préparer l'après. Le système, autrefois verrouillé, commençait à se fissurer.